Merci d'avoir bravé la pluie. Merci encore. Ah oui, vous êtes courageux, hein, c'est chouette, c'est gentil. Bonjour, est-ce que ça... Oui, ça marche, on m'entend. Oui. Voilà. Y a-t-il encore 1 centimètre de sec dans la salle? Question. Pas du tout, hein, tout le monde est trempé. Merci beaucoup d'avoir bravé les éléments, puisque ça n'a pas arrêté depuis ce matin, pour rencontrer donc Sandrine Bonner, que je vais bien sûr présenter, mais que tout le monde connaît, et le metteur en scène de la pièce, La Menthe anglaise, Jacques Ozynski. Sandrine Bonner, tout le monde vous connaît, vous avez démarré dans le cinéma et vous avez fait la richesse du cinéma français, vous avez joué sous la direction des plus grands. On peut en prendre Une Botte, Varda, Sauté, Téchiné, Piala, plein de fois, Rivette, Doyen, etc. On ne peut même pas faire le compte de vos films, vous êtes absolument partout. Et là, vous remontez sur les planches parce que finalement, c'est au cinéma que peut-être qu'on vous a vu le plus souvent, ou en tout cas qu'on imagine vous trouver. Et là, vous arrivez donc avec cette adaptation de La Menthe anglaise de Marguerite Duras. Et peut-être vous allez nous dire si vous avez été appelé par Jacques Ozynski ou l'inverse. Bienvenue à tous les deux. Alors comment, racontez-nous le... Alors peut-être que je peux... Allez, je déflore un tout petit peu la pièce, parce que moi je ne connaissais pas du tout ce morceau de Marguerite Duras, qu'on connaît aussi beaucoup par les adaptations cinéma. C'est un fait divers qui a passionné Duras, donc ça se passe... elle suit, elle lit Le Monde, hein, les chroniques judiciaires du Monde, et puis il y a une affaire assez incroyable qui est commise à Savigny-sur-Orge, on est en 52, c'est l'histoire d'Amélie Rebillou qui tue son mari, elle l'éclate à coups de marteau, elle le coupe en morceaux et elle s'en débarrasse. Elle se débarrasse des morceaux du haut d'un viaduc, et puis voilà, le démembré va être l'objet d'une reconstitution. Et grâce à la data de l'époque, en tout cas, le système ferroviaire va permettre de retrouver l'endroit où le corps a été démembré et donc revenir à la meurtrière, à l'assassine. D'ailleurs, est-elle assassine ou meurtrière, vous me le direz, préméditation ou pas. Alors peut-être, Jacques, est-ce que vous êtes à l'origine de ce souhait d'adaptation ou est-ce que c'est Sandrine Bonner qui est venue vous prendre par la main? Oui, écoutez, j'ai eu la chance de rencontrer Sandrine, que je ne connaissais pas. Donc, je suis metteur en scène de théâtre et j'avais notamment mis en scène une pièce de Samuel Beckett, fin de partie, au théâtre de l'Atelier, dans le même théâtre, avec Denis Lavant, Frédéric Meilgens. Et donc, un jour, j'ai pensé à Sandrine et je l'ai appelée et elle est venue. Et puis, elle a dit oui. Voilà, ça c'est. Enfin, après discussion, on s'est vu plusieurs fois et ça s'est passé très naturellement. Moi, je rêvais que ça soit elle et c'est passé comme ça. Et vous, Sandrine, donc vous recevez un jour un coup de fil d'un monsieur dont vous n'avez jamais entendu ou presque, l'autre version de l'histoire, voilà. Un coup de fil, qui est la personne au bout du fil et comment vous amène-t-on à incarner la sulfureuse Amélie Rebillou sous un autre nom? Oui, qui s'appelle Claire Lannes dans la pièce. Ça s'est fait effectivement très naturellement. Jacques m'avait d'abord laissé un message vocal. Je l'ai rappelé et puis il m'a dit j'aimerais vous proposer une pièce. Il y a fin de partie qui se joue. On est sur la fin de partie, c'est-à-dire qu'il ne restait plus que quelques jours. C'était un énorme succès d'ailleurs, il n'y avait plus de place. Et il m'a dit venez voir fin de partie et comme ça vous verrez un peu mon travail. Et donc, on s'est rencontrés sur la place de l'Atelier. Et voilà. Et j'ai assisté, j'ai regardé cette magnifique pièce, magnifiquement, évidemment, écrite par Beckett, mais magnifiquement mise en scène et magnifiquement interprétée. Donc, du coup, je me suis dit, oui, j'ai affaire à un très bon metteur en scène. Et puis la petite aparté, aussi la parenthèse, c'est que quand on s'est donné rendez-vous sur la place du théâtre, il y avait aussi Dominique Besnéard qui était là. Puis il me dit
c'est un grand, hein, tu vas voir, c'est un grand metteur en scène. Hein. Et puis, pour couronner le tout, Dominique Besnéard me dit, mais tu sais, c'est le fils d'Evelyn Kerr. Evelyn Kerr, c'était une très grande actrice qui a joué ma maman dans Un de nos amours, et qui était la maman de Jacques. Donc c'était un joli clin d'œil, je trouvais que voilà, on était fait pour se rencontrer. Et alors ce texte, est-ce que vous le connaissiez de Duras? Parce que on connaît les classiques, L'amant de la Chine du Nord, Barrage contre le Pacifique, etc. Moi, j'ai jamais entendu parler même de la fascination de Duras pour le fait divers, parce qu'il faut le dire, c'est un thriller. Hein. Comment est-ce que vous connaissiez déjà l'œuvre, ou est-ce que c'est une découverte totale? Non, je ne connaissais pas du tout cette pièce. Je ne connais pas tout Duras non plus, hein, mais c'est vrai que cette pièce, j'en avais jamais entendu parler. Et d'ailleurs, quand on en parle aux gens, elle est pas si connue. Non, je connaissais effectivement ce que vous venez de citer. Moi, j'avais fait des lectures musicales il y a quelques années avec Eric Truffaz et Marcello Giuliani, qui sont deux musiciens. Et j'avais lu L'homme assis dans le couloir et L'homme atlantique. Donc voilà, donc Duras, je l'avais abordé comme ça en lecture musicale. Et il y a une musicalité Duras aussi. Ah oui. Voilà, c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible. Oui, et d'ailleurs c'est une musicalité qui n'est pas simple, en tout cas dans la monte anglaise, hein, parce qu'elle est très fractionnée, des phrases souvent courtes. Hein. Et concernant mon personnage, comme c'est quelqu'un qui est un peu particulier, on va dire, parce que c'est aussi une pièce sur la folie, cette femme est interrogée pour savoir voilà, si elle est folle ou pas. Et donc elle a une manière de s'exprimer qui est un peu, parfois on peut la considérer folle, parfois pas. Parfois elle passe du coq à l'âne, ou alors elle a un rapport au temps qui est un petit peu spécial, elle ne se souvient pas de tout. Donc la musicalité du texte, ouais, on peut dire, est assez fragmentée, chahutée, et c'est pas toujours simple pour la mémoire. Alors, comment est-ce qu'on aborde alors, le texte a une histoire assez... je suis allée voir, hein, j'ai Wikipédia comme tout le monde. Racontez-nous peut-être l'histoire de ce texte qui a été un roman, puis une pièce. D'abord, en fait, c'était une pièce naturaliste qui s'appelait Les Viaducs de la Seine, qui était donc autour de ce fait divers. Et là, d'ailleurs, c'était Claire Lannes et son mari qui tuaient la pauvre cousine sourde-muette. Alors que après, dans cette pièce, en fait, c'est Claire Lannes qui tue sa cousine sourde et muette, mais c'est une forme de meurtre symbolique où en fait on apprend qu'elle voulait tuer son mari, en quelque sorte, qui est d'ailleurs la vraie victime de Amélie Rabillou. Et donc il y a eu cette première tentative naturaliste dans les fin des années 50. Puis après il y a eu un roman qui est paru en 66 par là. En 67 il y a eu la pièce qui a donc été créée en 68 par Madeleine Renaud, Michael Lonsdale et Claude Dauphin, mis en scène par Claude Régis, et ça a été le début d'une grande histoire, puisque la pièce a été jouée pendant plus de 30 ans par Madeleine Renaud, qui l'a jouée jusqu'à sa mort. Voilà. Donc je te souhaite de la jouer. C'est bien, j'ai du travail jusqu'à ma mort. Alors on parlait d'une tournée, d'une grande tournée, mais ça va être peut-être, oui, ça va être une tournée à vie. Ah non. Ah non. Non, parce que pour moi ça marche pas. C'est une femme qui, elle doit être tonique. Enfin, il faut 83 ans. J'y crois pas, puisque elle a traîné le corps jusqu'à la cave. Elle l'a découpé en 57 morceaux, très précisément. Et puis ensuite, ces morceaux, elle les a mis dans des sacs et elle est allée les jeter sur ce pont là où il y avait des trains de marchandises. Et donc elle y allait la nuit. Elle faisait des allers-retours, elle a fait ça sur plusieurs jours. Donc j'imagine pas Après, au théâtre, tout est possible, on peut tout inventer, mais pour moi, il y a quelque chose qui m'échappe. D'autant que ce qu'on comprend dans la pièce, c'est que ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc... Alors, est-ce que vous utilisez les codes de l'époque? Est-ce que vous êtes habillé comme dans les années 50? Ça se passe aujourd'hui? C'est comment? Vous êtes... quelle Claire êtes-vous?
On joue plutôt l'intemporalité, même s'il y a quelques indices qui sont de date. Donc on sait bien que ça ne se passe pas dans les années 2024. Mais Jacques souhaitait, il a bien raison, à ce qu'on soit plutôt intemporel dans les costumes. Puis ça, ce qui était révolutionnaire à l'époque, c'est que, en fait, sous l'impulsion du metteur en scène Claude Régis, ils avaient enlevé le décorum, quoi. Ça se passait dans un théâtre à nu. Et en fait, c'est un peu ce qu'on a renouvelé dans ce spectacle. Et donc, on a l'impression que c'est un décor tellement il est beau. C'est le plateau du théâtre de l'Atelier à nu. Ça serait presque un décor de cinéma qui correspondrait parfaitement à cette pièce si on en faisait un film. Mais il existe en tant que tel. C'est vraiment le théâtre à nu désossé. Et ça, c'était très important également à l'époque. En fait, c'est un lieu où on peut imaginer plein de choses, mais qui ne représente pas un espace particulier, qui ne représente pas une maison, un bar, un commissariat de police, une prison. Donc c'est un lieu indéfini. Et ça, c'était nouveau à l'époque. Et je ne vous dis pas ce qui va se passer, parce qu'il va se passer des choses. Je ne vais pas vous dévoiler le dispositif, mais il est un peu particulier. Et voilà, il faut venir voir le spectacle. Oui, alors vous avez repris peut-être ce que vous aviez exploité dans Fin de partie, c'est au niveau sur scène ou c'est complètement, vous repartez de zéro Ah oui, complètement. C'est une écriture qui est très différente, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même théâtralité. Voilà. Ce qui les relie, c'est quand même la langue, l'écriture, deux écritures très très fortes, très puissantes. Voilà, mais c'est deux grands auteurs sur lesquels on peut se reposer, mais ça, voilà, c'est deux univers totalement différents. Bien que je pense que Beckett, j'ai lu que Beckett aimait bien Marguerite Duras, il était venu voir les pièces. Je crois qu'il a vu Les Viaducs de la Seine d'ailleurs, ça lui avait bien plu. Et alors, qu'est-ce qu'elle a à dire, Claire Lannes? Quel personnage incarnez-vous? Oh, elle a à dire plein de choses, sauf une chose. C'est qu'il y a une histoire de tête. Donc elle a découpé le corps en 57 morceaux, mais elle ne veut pas dire où est la tête. Donc voilà, ça c'est la seule chose qu'elle n'a pas envie de dire. Pour le reste, elle dit tout. C'est une femme assez candide, curieusement, malgré son crime. C'est une femme qui a été mise en marge par son mari, par sa cousine aussi, puisque sa cousine prend sa place, puisque le mari considère qu'elle ne fait pas bien la cuisine, qu'elle ne tient pas bien sa maison. Donc du coup, c'est pour ça que cette cousine arrive dans ce foyer et qui va vivre pendant plus de 20 ans avec elle. Et donc c'est une pièce qui parle, je ne pense pas que Duras y ait pensé à l'époque, mais ça fait écho aujourd'hui à la femme, à la libération de la femme, ce qu'était la femme à cette époque-là, c'est-à-dire il fallait qu'elle soit à la maison, qu'elle fasse bien la cuisine, qu'elle nettoie bien, et donc voilà, donc Claire Lannes est déjà marginalisée à cause de ça. Elle est marginalisée aussi et mise de côté de par une forme de handicap qu'elle a, qui est que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, qui fait des fautes en écrivant, l'amante. D'ailleurs, elle parle d'une plante, de la plante, l'amante, mais elle l'écrit comme un amant, comme une amante. Voilà, en gros, c'est une femme qui n'est pas considérée et du coup qui finit par péter les plombs en fait. Donc elle a beaucoup de choses à dire. Et puis elle parle aussi du bonheur parce qu'elle a son propre imaginaire. Donc ça, elle le décrit très bien à cet interrogateur. Elle parle de ce qui la fait rêver ou ce qui l'apaise, ce qui la déroge. Alors justement sur scène, ces trois personnages, comment fonctionne ce trio? Parce que c'est peu. Oui, tout à fait. En fait, c'est deux interrogatoires. Le premier interrogatoire, c'est un personnage qui s'appelle l'interrogateur, on porte bien son nom, qui pose des questions. En fait,
C'est comme, ce qui est assez formidable dans ce texte, c'est la fascination du fait divers, de Duras pour le fait divers, c'est qu'en fait on est face au mystère, comme chacun de nous l'est face à un meurtre, face à quelqu'un qui passe de l'autre côté. Donc Duras, elle essaie de comprendre ça, et elle projette en même temps toutes les thématiques qui nourrissent son œuvre, à savoir la folie, l'amour, etc. Donc il y a ce mélange en fait d'enquête policière et puis de portrait de ce qu'est cette femme, Claire Lannes. Et du coup, la première partie, pour en savoir plus sur cette femme, l'interrogateur interroge son mari, Pierre Lannes. Donc la première partie, c'est un interrogatoire de Pierre Lannes. Oui, c'est le mort. Ah non, Pierre Lannes, en fait, non, dans la pièce, elle a fait mourir une cousine sourde-muette. C'est la cousine, d'accord. Voilà. Mais effectivement, dans le fait divers, c'est le mari. Mais pourquoi? Alors elle dit qu'elle a gardé vivant Pierre Lannes, symboliquement, pour comprendre qui était cet homme, ce qu'il pensait de cette femme. Et en fait, ce qui est assez formidable, c'est que à travers ce personnage de Pierre Lannes, qui est quand même un type assez affreux, il faut le dire, mais touchant en même temps, en tout cas, nous, on le présente, on montre son ambivalence. En fait, il est en train de comprendre toutes les erreurs qu'il a faites, il se réveille, comme il dit. On a un portrait de Claire qui commence à se dessiner. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, arrive Claire. Donc on en parle pendant 1 heure, on fait son portrait. Il y a des choses qui sont justes, des choses qui le sont moins. En tout cas, ça nourrit. Pour maintenant voir la pièce dans son ensemble, parce qu'on fait ce qu'on appelle des filages, c'est-à-dire la pièce en entier, les 2 parties tous les jours pour s'entraîner pour le spectacle. Du coup, on l'a dans l'ordre. Et dans cet ordre-là, on a plein d'informations qui nourrissent la deuxième partie. Quand Claire Lannes arrive, le spectateur est rempli de plein de choses, et du coup ça nous donne une autre lecture de la deuxième partie, quand Claire Lannes entre. Et un personnage qu'on remplit comme ça, est-ce que c'est pas aussi un peu la comédienne? Est-ce que sur scène on n'est pas comme ça, ce personnage vide qu'on remplit avec un rôle? C'est un rôle magnifique, vraiment, merci encore. C'est un vrai rôle. Au cinéma, parfois on a des vrais rôles, et puis parfois on se fond dans une histoire. Je crois que c'est un rôle qui va me rester longtemps, comme certains au cinéma, ou certains au théâtre aussi d'ailleurs. Oui, alors après, on le charge des émotions qu'on a, on le charge de ce qu'on est aussi de sa personnalité. Il est évident que je ne vais pas le jouer comme Madeleine Renaud l'a fait. Et puis, c'est aussi un voyage avec un metteur en scène qui vous guide. Voilà, c'est aussi des échanges. Et puis, il y a aussi le sujet de fond. C'est un personnage qui me parle, puisque ça parle beaucoup de la folie. Est-ce qu'elle est folle ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Et ça, c'est toute la grande question de la pièce. Et c'est même sa propre question. Elle demande à l'interrogateur si elle est folle. Elle voudrait avoir des réponses. Donc voilà, ça me parle parce que je connais bien la folie. J'ai une sœur qui est autiste, donc je connais très bien les hôpitaux psychiatriques et puis les centres où il y a ce qu'on appelle du handicap ou des différences. Voilà, donc ça me touche d'autant plus, ça me nourrit aussi. Et cette Claire Lannes, elle pourrait être justement un peu ma sœur Sabine, elle pourrait être le personnage de la cérémonie, on en a beaucoup parlé d'ailleurs, Sophie. Qui est aussi une tueuse. Qui est aussi une tueuse, ouais. Alors ça fait écho, oui, j'avais abordé ce film. Est-ce que pour vous ça a réactivé, enfin de reprendre, c'est pas la première fois que vous jouez une tueuse, oui, il y a quand j'ai lu la pièce, j'ai évidemment tout de suite pensé à la cérémonie, hein, ça c'est clair. Et
ça fait écho. En même temps, c'est pas du tout le même genre de personnage. Elle tue pas pour les mêmes raisons. Mais oui, elles ont quand même des points communs. Ce côté aussi un peu enfantin qu'elles ont toutes les deux. Alors, est-ce que, en fait, vous parlez tout à l'heure du personnage affreux donc de Pierre Lannes. Quand on vous écoute, on se pose la question de qui est la victime finalement. Est-ce que justement, est-ce que c'est pas elle, naïve, son rôle de femme domestique, etc. Est-ce que quand on est spectateur face à la pièce, on n'inverse pas les rôles? Alors, justement, ça c'est intéressant, c'est que je pense que l'interrogateur du dossier d'instruction ne croit pas vraiment à la folie de Claire Lannes. En tout cas, pour lui, il veut creuser ce sillon. Donc il interroge le mari et on s'aperçoit que le mari, pour lui, il a une forme voilà, il est très important dans le passage à l'acte. Il est un peu coupable parce que toutes les raisons, on a parlé, l'enfermement, une femme sous emprise, etc. Mais aussi Marie-Thérèse, la victime, il creuse, il pose beaucoup de questions sur Marie-Thérèse et en fait on s'aperçoit que Marie-Thérèse était aussi quelqu'un qui surveillait Claire Lannes, qui avait pris sa place dans la maison, qui était la maîtresse de maison, et donc elle a nié également l'existence de Claire Lannes. Donc à travers Marie-Thérèse, elle tue son mari également. Donc Marie-Thérèse devient une sorte aussi de coupable. Elle passe du statut de victime à coupable. Donc ça c'est très intéressant dans la pièce. Donc voilà, c'est un des aspects très riches aussi de la pièce. Et est-ce que quand on regarde la pièce, est-ce qu'on conclut ou est-ce que le spectateur va repartir avec plein de questions? Pour ma part, je pense qu'il va partir avec plein de questions parce que, en fait, c'est tout le mystère d'un meurtrier ou d'une meurtrière, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Elle-même ne le sait pas. Et on repart avec des questions. Et ce mystère est forcément irrésolu. Alors, la folie meurtrière, on peut comprendre, mais le découpage en morceaux, ça saisit quand même, non? Faut quand même du sang-froid, il faut être méticuleux, organisé, avoir des sacs plastiques, enfin, je sais pas. Ouais, j'avoue, c'est un sacré boulot, hein. Elle le dit d'ailleurs. Eh bien, il y a cette... faut à la fois effectivement du sang-froid et puis en même temps elle a agi très spontanément alors que les actes sont comment dire, minutieux et enfin ils sont pas pensés mais ils sont ordonnés et ben, elle le dit très clairement, elle dit mais je voulais pas me faire prendre par la police donc je l'ai fait disparaître mais je n'ai pas le sentiment qu'elle est prémédité quoi que ce soit. Le crime, je ne crois pas. Hein, il n'est pas prémédité. C'est arrivé comme ça. Elle avait déjà des sensations en elle. Elle l'évoque. Mais un jour, elle l'a fait. Et du coup, je crois qu'elle a réagi tout bêtement. Du coup, très maladroitement, puisqu'elle a été attrapée très vite. Elle a essayé de se débarrasser comme elle pouvait du corps. Le recoupement du corps découpé. Ouais. Ouais. Et alors, est-ce que vous, à jouer, donc là, à répéter, puisque vous êtes, comme vous dites, en train de faire le filage, donc de remettre, vous aussi, les pièces dans le bon ordre, est-ce que vous sympathisez de plus en plus avec elle? Est-ce que vous comprenez son point de vue? Est-ce qu'un pétage de plomb, comme ça, quand on incarne véritablement le personnage, est-ce qu'on s'en rapproche? En fait, j'espère que non, hein, parce que je suis mal barrée. Hein. Ah mais bon, j'ai un peu de distance avec les rôles que je joue, parce que sinon j'en aurais fait des bêtises. Est-ce qu'on entre malgré tout dans une espèce d'empathie particulière pour J'ai beaucoup d'empathie pour elle, c'est ça qui est dingue, c'est que évidemment elle a tué, donc ce n'est pas excusable, c'est pas... mais ce qui m'intéresse chez elle, c'est pas tant son crime, c'est surtout ce qui l'a amené à ce crime.
Et tout ce qui l'a amené à ce crime m'intéresse parce que elle a, comme je le disais tout à l'heure, elle a été mise de côté depuis toujours. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est une femme qui a aimé aussi quelqu'un, qui a eu un énorme chagrin d'amour, qui ne s'en remet pas, et qui du coup a rencontré son mari, et puis bon, voilà, avec le mari, c'est pas terrible, elle l'aime pas en fait. Donc elle a déjà une vie de base, enfin il y a des choses qui l'ont fragilisée, qui l'ont meurtrie, et ensuite elle est inconsidérée, on a honte d'elle, en fait on a honte d'elle. Et voilà, et quand on n'est pas accepté socialement, ça crée des comportements de repli ou je sais pas, ou d'anormalité. Enfin, donc voilà, c'est tout ça qui m'intéresse chez elle. Et la notion de fait divers, qui est quelque part un fait ordinaire, est-ce que alors c'est très dans l'air du temps, on va dire, puisque la littérature s'en est emparée massivement ces dernières années. Au début, on avait le polar, la fiction, et puis de plus en plus, on tend vers le fait divers, on revient vers ça. Est-ce que vous, c'est une chose qui vous attire particulièrement, ou là, c'était Duras? Ça dépend comment c'est raconté. Oui, enfin ça m'attire, je me questionne toujours de savoir pourquoi on fait des choses aussi terribles. Qu'est-ce qui amène à ça? Est-ce que l'humain est pervers ou est-ce que l'humain est perdu? Et du coup ça l'amène à des choses terribles comme ça. Ouais, je pourrais dire que ça m'intéresse. Je peux regarder, en plus ça je fais avec ma fille, une de mes filles, qui adore par exemple faire entrer l'accusé, histoire criminelle, tous ces trucs-là. Et ça m'intéresse. Et je suis marraine d'ailleurs d'un festival qui s'appelle 22 V'là Polar, qui est un festival qui se trouve à Pornic et qui réunit des policiers, des juges, des médecins légistes, toutes sortes de gens, des avocats. Et il y a des conférences qui se font. Et ce sont des gens qui ont réellement arrêté ou jugé des gens qu'on connaît tous, Fourniret, Guy Georges. Et ces gens-là me racontent des choses mais hallucinantes. Et ça m'intéresse. Je me dis, mais enfin, ça reste une énigme, hein, mais c'est intéressant, oui, c'est intriguant en tout cas. Et vous, Jacques, est-ce que vous avez le goût du crime comme ça? Non, en fait, le fait divers, oui, ça m'intéresse beaucoup parce que ça nous renvoie beaucoup, comme on disait là, comme disait Sandrine, à nous en fait. Je crois que c'est un miroir qui nous est renvoyé. Et là, ce qui est très passionnant, c'est qu'on a à la fois le fait divers et on a aussi la puissance littéraire de la langue de Duras. Donc c'est un peu, il y a ce double aspect qui est passionnant, parce qu'en fait c'est un texte qui est à la fois extrêmement écrit et qui a l'air d'être extrêmement parlé, quoi. On a l'impression d'être un peu, c'est une écriture très stylisée, quoi, comme si on était, comme si on se parlait là. C'est très travaillé et en même temps ça a l'air très simple. D'où la difficulté de l'apprentissage, etc. Mais en plus, elle a retravaillé le texte pendant 20 ans, 25 ans. Elle a rajouté des choses, enlevé des choses, etc. Donc voilà, donc non, le fait divers, ça nous interpelle tous. Moi, ça me passionne, évidemment. Mais ça me passionne en tant que... Ça nous renvoie à nous-mêmes, comment on peut effectivement basculer. Voilà. Est-ce qu'on joue un peu à se faire peur quand on se penche sur les faits divers? Oui, on a peur. Ouais. Moi, j'aime bien les... Alors, je suis un metteur en scène qui aime bien les textes, mais j'adore les séries aussi. Je regarde pas mal de séries américaines, ça me détend. Dexter, des trucs comme ça, j'aime bien. Enfin, c'est des vieilles séries. Il y en a des plus récentes. C'est saignant. Et vous, Sandrine, vous êtes série? Pas trop. Des fois oui, des fois non. Mais je ne suis pas une grande consommatrice de séries. Mais quand j'y suis, je plonge carrément dedans. Alors là,
C'est peut-être pour ça que je m'en protège un peu, parce que sinon je ferais que ça. Donc, mais j'aime beaucoup le suspense, j'aime beaucoup tout ça, ouais. Le crime, c'est, encore une fois, ça dépend comment c'est amené, comment c'est écrit, comment... Ouais. Et là, justement, moi, ce que je trouve assez étonnant et peut-être intriguant, c'est ce qui fascine en général, c'est que quand une femme tue, il y a un attrait particulier. Je veux dire, on pense à Nozière, enfin, je veux dire, les tueuses, c'est un sujet en soi, c'est pas un tueur. Est-ce que ça fait une différence pour vous? Parce que c'est rare, hein, finalement, il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire, mais elle concentre l'attention. Mais alors ça, c'est une vraie question, je ne sais pas. Vous voyez, par exemple, toujours là, avec ce festival de Pornic, il y a un grand juge d'instruction qui s'appelle le juge Thiel, Gilbert Thiel. Il a écrit son dernier livre, c'est sur les femmes criminelles. Je peux vous dire que le bouquin, il est épais comme ça. Donc je me dis qu'il doit y en avoir beaucoup, en fait. Ouais, mais peut-être qu'on en parle moins. Ouais, c'est quand même les hommes qui tuent. Je serais incapable. Ouais. Je sais pas. Je ne saurais pas répondre à ça. Et en tout cas, pour Duras, elle tue son mari, donc c'est pas rien. Enfin, dans le vrai fait divers. Amélie, ce qu'elle disait sur le fait divers d'Amélie Rabineau, ce qui a inspiré ce fait divers, le vrai fait divers, pardon, c'est que c'était une femme qui ne savait pas parler, qui ne pouvait pas se défendre, qui avait été perçue comme un peu débile, un peu comme ça, un peu simplette, quoi. Et en fait, pour Duras, c'est comme si elle n'avait pas les codes, et toujours cette idée qu'elle aurait pu être sauvée par l'écriture. Enfin, ça, elle le dit tout le temps, que peut-être si Claire Lane avait pu écrire, elle ne serait pas devenue meurtrière, quoi. Et Duras parle de... Donc c'est vraiment la première période de Duras, c'est-à-dire après le barrage contre le Pacifique. Donc il y a l'amante anglaise, et puis il y a parallèlement un de ses plus grands textes qui s'appelle Le ravissement de Levenstein, qui est aussi une héroïne, qui n'est pas une meurtrière, mais qui en tout cas a vécu un bouleversement amoureux qui l'a fait basculer vers la folie. Et Duras en parle très bien. Et elle dit elle-même que c'est peut-être son plus grand texte, un de ses plus grands textes, et elle dit qu'elle a failli devenir folle en écrivant, qu'elle a senti ce basculement. Voilà, donc en tout cas, elle y projette, pour elle, le fait que ce soit une femme, c'est très important, et elle se projette dans Claire Lane, et elle projette son rapport à l'amour et son rapport à la folie. Voilà. C'est ça qui est passionnant dans ce texte, c'est ce mélange entre le fait divers et la construction littéraire de Duras qui s'y imbrique. Oui, parce que le rôle des femmes dans l'œuvre de Duras, c'est quand même... il y a énormément... Enfin, c'est toujours des héroïnes, évidemment. Mais est-ce que chez vous, est-ce qu'elle porte quelque chose? Elle a un message? Duras, c'est un peu compliqué. 60, on est quoi, 60 ans plus tard, non, plus 70? Ouais, ouais. 50, plus de 50 ans. Ouais, plus de 50 ans. Ouais. Est-ce que la femme durasienne, est-ce qu'elle dure? En tout cas, elle est audacieuse. Enfin, moi, j'ai pas tout lu encore une fois, mais dans pas mal de livres, elle est audacieuse, elle est un peu masculine aussi. Elle peut être très directrice, manipulatrice, ce qui est un peu Claire Lane aussi, hein, par certains côtés. On l'a vu tout à l'heure. On a fait un filage. Alors on a senti des petites choses comme ça. Oui, en tout cas la femme, c'est pas rien chez Duras. Effectivement, elle est là, elle est présente, et elle est assumée, même si on l'écrase, même si elle existe. Et est-ce que Claire Lane pourrait connaître le même sort aujourd'hui, ou est-ce que dans l'ère post-MeToo, Claire Lane enverrait balader la cousine, le mari, etc. Moi, je pense qu'il existe encore plein de femmes traitées de cette façon-là. Plein.
plein, même encore. Oui, absolument. Parce que le modèle du fait divers, on pense beaucoup à... C'est différent de Claire Lane, hein, mais c'est une sorte de Jacqueline Sauvage quand même. Amélie Rami. Son mari était affreux, quoi. Vraiment, il la maltraitait, il ne lui donnait pas à manger, enfin c'était vraiment horrible, quoi. Bon, là c'est encore différent, mais c'est quand même le modèle. Hein. Donc, Et alors Duras, quand elle parle de... Enfin, j'ai lu quelque chose sur justement sur... elle, ce qui la fascine sur le crime, elle dit c'est un accident qui arrive à la personne qui le commet. Elle dit c'est un suicide sans mort dont la victime est l'auteur. Enfin voilà, il y a des choses, bon, c'est du Duras, hein, on peut travailler 4 heures, voilà, vous avez 4 heures. Expliquez-moi. Est-ce que le mot d'ordre, c'est d'essayer de comprendre ou c'est une démonstration, c'est une tentative de compréhension, c'est quoi? En tout cas, je pense que les personnages, par exemple l'interrogateur, il essaie de comprendre, le mari, il accepte d'essayer de comprendre, et Claire Lane, j'ai l'impression qu'elle essaye de comprendre aussi ce qui est arrivé. Donc voilà, mais ce qui est beau, c'est qu'on ne peut pas comprendre. Quoi. Et elle le dit, à un moment, l'interrogateur pose cette question en disant « et s'il n'y avait pas de réponse quoi, à cette question ?» Et voilà, ça c'est intéressant aussi. Je pense qu'on sort avec beaucoup de questions, et on a malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, pas de réponse. Oui, dites-moi, sinon j'arrête d'en poser aussi. Hein. La vérité des ténèbres. Non, mais j'ai aimé ce qu'elle en disait elle-même de cette pièce. En fait, elle a été véritablement fascinée par justement cette... alors vous appelez ça la folie, mais on ne sait pas si elle est folle ou pas, finalement. Mais c'est cette zone d'incompréhension totale. Alors, c'est pas moi qui appelle ça la folie, hein. C'est plutôt les autres. Ouais. On met, et je crois que c'est ça ce qui l'intéresse, c'est qu'on met beaucoup de choses dans la folie. La folie est un peu un pot pourri, c'est-à-dire quand on ne sait pas nommer des choses, on met ça dans la folie. D'ailleurs, Claire Lane le dit à un moment donné. Elle a une phrase, elle dit « à force de chercher sans trouver, on dira que c'est la folie ». Et pour moi, ça résume beaucoup de choses, quoi. Et encore une fois, qui détermine la folie? À partir de quel moment commence la folie? Où est-ce quelles sont ses limites? Et je ne sais pas si on peut vraiment répondre à ça. Et est-ce que la justice a rendu un verdict concernant un fait divers? Je ne suis pas allée voir ce qu'était devenu... Elle a pris 5 ans seulement. 5 ans seulement, ouais. D'accord. Alors ça dit beaucoup de choses. Exactement, parce qu'il y a eu des circonstances atténuantes, parce que le mari la maltraitait vraiment, quoi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est partie revivre dans la maison où elle avait vécu avec son mari. Elle est retournée dans le même village. Ah oui. Ouais. Et voilà. Ah, c'est Cahors? Ou c'est pas le fameux Cahors, parce que vous parliez tout à l'heure de... Cahors, c'est sa ville d'enfance, mais là, Duras a inventé une ville qui s'appelle, une petite bourgade qui s'appelle Viorne, mais c'était dans l'Oise. Voilà. Et quand vous montez la pièce comme ça, est-ce que vous choisissez, parce qu'il y a eu plusieurs titres, donc c'est passé du roman à la pièce, vous avez choisi, il y a 2 titres, en gros, vous avez fait qui est très jolie, L'amante anglaise, mais qui semble éloignée du sujet en fait. C'est vraiment fait exprès, quoi. C'est une fausse piste de Duras. On pourrait croire que c'est l'amante anglaise, le féminin de amant. Elle joue sur cette ambivalence avec la plante, qui est une plante, comme tu le disais, nutritive pour se débarrasser du gras, quoi, parce que la pauvre, elle est obligée de manger de la viande en sauce tout le temps. Elle fait admirablement sa cuisine pour son mari, et elle n'en peut plus, hein, c'est ça, la viande en sauce. Ouais, on lui impose la cuisine de la cousine. Pas une fois, on lui a demandé ce qu'elle voulait manger. Et pas une fois, on lui a laissé la cuisine, de faire de la cuisine. Donc ça aussi, c'est une forme d'emprise.
Donc, et elle déteste la viande en sauce, donc pour se nettoyer, elle prend cette plante qu'elle aime, qui la fait digérer. Et le terme d'emprise à l'époque n'existe absolument pas. Non. Comment c'est formulé, véhiculé dans le texte de... Bah, c'est juste dans la les pièce. faits. C'est juste les faits. Quand le mari dit oui, non, mais moi j'étais obligée de faire venir la cousine parce que elle tenait mal la maison. Comprenez, moi j'ai besoin de quelqu'un qui tienne bien la maison. C'était les codes de l'époque, enfin le patriarcat qui est encore un peu là, faut le dire, mais un peu moins quand même, faut le dire aussi. Et à l'époque, on se posait pas la question. La femme était à la maison, elle devait faire ci, ça, et voilà. Et puis le mari, ben, il fricote un petit peu à droite à gauche. Il fricote beaucoup même. Et il se fiche de savoir si elle le sait ou pas. Oui, on ne peut pas dire qu'il la respecte beaucoup. Mais en même temps, il l'aime. Il l'aime mal, mais il l'aime. C'est compliqué, ça. Ouais, oui. Et donc ce personnage masculin de Marie qui existe sur scène et qui a donc été oxy et largement découpé, est-ce qu'en tant que metteur en scène, est-ce qu'on le rend encore plus exécrable que dans la pièce d'origine ou pas? En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de ne pas le mettre à distance, que l'acteur ne mette pas à distance ce personnage, c'est-à-dire il est à la fois exécrable et à la fois touchant. Et on travaille sur ça. S'il n'était qu'exécrable, ça deviendrait théorique, quoi, un peu démonstratif. Il est à la fois horrible et en même temps, il l'aime mal, il est perdu aussi. C'est un pauvre type, quoi. Mais il est touchant. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de montrer, sinon c'est pas intéressant, je pense. Et du coup, ça rend l'ambivalence du personnage riche, quoi. C'est d'autant plus dangereux, quoi, de le montrer comme ça, je pense. Et la cousine, alors, comment est-ce qu'on la modèle La cousine, oui, c'est vrai, on la voit pas, mais on commence à avoir des images, non? Tu la vois comment? Je la vois grosse. Ouais. Parce qu'elle est grosse. C'est les plans Elle en sauce. parle souvent, elle dit qu'elle était très grosse et tout ça. Ben moi, je la vois brune. Évidemment grosse, hein, puisqu'elle le dit. Je la vois... Alors c'est intéressant parce qu'elle dit qu'elle la voit grosse, elle a pas l'air de la trouver jolie. Alors que le mari, à aucun moment, ne dit qu'elle est grosse. Il a une autre vision d'elle. Il la voit pas laide, alors que Claire Lannes la voit laide. Mais peut-être qu'elle la voit laide aussi parce que c'est une flic, enfin, elle la surveille tout le temps, donc c'est toujours une menace pour elle. Et puis comme elle est sourde et muette, parfois, comme elle ne parle pas, elle la touche, et puis c'est effrayant d'avoir quelqu'un comme ça, qu'on ne sent pas arriver dans son dos. Donc, pour Claire Lannes, cette cousine, c'est un peu un monstre. Et pour vous, dans votre carrière, d'arriver à ce personnage, est-ce que ça vient compléter d'autres rôles de femmes? Comment est-ce que vous l'avez abordé par rapport à tous vos précédents? Chaque aventure est nouvelle, est différente, et puis encore une fois, c'est aussi la vision d'un metteur en scène qui vous amène dans une couleur ou dans une autre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, et certes extrêmement importante, à mon avis, qui sera assez marquante, je pense, pour moi. Parce que c'est un très grand rôle, et puis c'est un sacré défi, parce que c'est un rôle casse-gueule aussi. Pourquoi? Parce que si on en fait trop, ça marche pas. Ça fait vraiment l'actrice qui joue. Et si on n'en fait pas assez, ça marche pas non plus. Parce que ça veut dire que
on l'habite pas plus que ça. Et donc cette part de candeur qu'elle a, et en même temps de noirceur et de criminel, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une criminelle, il faut trouver le bon équilibre des deux. Et alors ça s'est passé aussi ensemble, le travail mise en scène et justement et investissement du personnage. Vous avez eu des accords, des désaccords. Comment ça se passe quand on travaille comme ça Non, ça se passe plutôt bien. En plus, Jacques est extrêmement exigeant mais très ouvert. S'il y a des choses qu'on ne sent pas, on se le dit, mais c'est pas vraiment arrivé pour l'instant. Non, moi franchement je me sens très heureuse, je suis très bien accompagnée par, alors je vais dire mon partenaire, puisqu'il n'y a qu'avec lui que je joue, qui est Frédéric Lengens, mais j'adore détester mon mari, qui le fait magnifiquement bien, qui est joué par Grégoire Osterman, et je suis fière d'être à leur côté, aux côtés de deux grands acteurs, c'est la classe. Moi, je voulais juste, pour terminer, dire que c'était vraiment merveilleux de travailler avec Sandrine parce que on travaille comme on travaille normalement au théâtre avec des comédiens qu'on aime, qu'on choisit, et dans un groupe. Voilà, on expérimente ensemble. Enfin, pour moi, la mise en scène, c'est pas un metteur en scène qui va dire tu fais ci, tu fais ça. C'est vraiment un truc commun de recherche commune. Et là, ce qui me passionne de plus en plus, c'est la direction d'acteur, quoi. La mise en scène en tant que mise en scène, comme on ferait un peu de cuisine avec un peu de ci, un peu de ça m'intéresse pas du tout, quoi. Et voilà, et c'est comment avec des personnes, on essaie de faire entendre un texte, quoi. Et là, c'est ça qu'on essaye de faire, de transmettre l'écriture de Duras, ce texte, ce qui nous a touchés communément, qu'on essaie de faire partager aux gens, et c'est vraiment merveilleux de travailler avec ça. Et quand vous l'avez appelé, vous aviez en tête un moment précis dans un film, un rôle, qu'est-ce qui vous a... Effectivement, il y avait la cérémonie, forcément, ouais. Quoi. Après, il y a plein de rôles, quoi, parce que... Enfin, je suis gêné d'en parler devant elle, mais Sandrine dégage beaucoup de luminosité et d'opacité, quoi. Et puis, un jeu très moderne, quoi. Enfin, vous voyez, qui est très... ce que j'appelle très moderne, c'est-à-dire justement qui ne fait pas théâtre. Dans cette pièce, c'est très intéressant. On est à la fois un mélange d'écriture, comme ça, d'un texte très écrit, et qui pourrait être presque du documentaire, quoi. Donc voilà, c'est une énigme, et il faut aussi quelqu'un qui a beaucoup d'intériorité, me semble-t-il. Voilà, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est à partir du 19 octobre. Et je vais laisser la parole et les questions au public. Vous pouvez en profiter, voilà. Monsieur. Bonsoir, c'est une question pour vous, Sandrine. J'aurais aimé savoir maintenant, puisque vous parliez d'expérimentation, est-ce que vous êtes prête, enfin vous êtes satisfaite de l'interprétation que vous allez donner, ou est-ce que jusqu'au dernier moment vous cherchez encore, si vous avez des doutes, parce que le personnage est complexe, et est-ce que vous êtes oui, prête quelques jours Je ne sais pas, parce que j'imagine que quand on joue tous les soirs, peut-être qu'on se remet en cause le lendemain en se disant je pourrais aussi voir le personnage autrement au fur et à mesure des représentations. Surtout celui-là, comme vous dites, qui est très complexe, dont on ne sait rien, dont on ressort en se posant des questions. Parce que j'avais vu une interprétation avec Judith Magre il y a quelques années, et c'est vrai qu'on ressort de la pièce, on n'a rien, on a autant de questions à se poser qu'en arrivant. On est plein de questions, donc est-ce que pour vous c'est la même chose? Merci. Alors en fait, pour l'instant, on est encore en train de travailler. Vous voyez, par exemple, hier, je me suis sentie vraiment mauvaise. En plus, alors la première partie, ça allait à peu près.
Et puis en cours de route, parce que c'est aussi beaucoup une histoire d'énergie, et en cours de route, ça commençait à devenir un peu mollasson, et je pense qu'on n'avait pas... On était parti sur une autre direction. Parce qu'il y a plein de manières de jouer ce personnage. Il y a plein de manières aussi de... Justement, où c'est une criminelle, il ne faut pas oublier ça, ou alors on lui donne trop d'empathie et ça donne une autre couleur. Donc voilà, suivant les couleurs qu'on lui donne, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on a cherché complètement autre chose. Et c'était très bien aujourd'hui. Franchement, c'était super. Mais ça ne veut pas dire que demain, ça va être très intéressant demain. Donc c'est toujours un peu sur un fil. Mais j'ai envie de dire que les intentions générales, on les a trouvées. Après, c'est de la dentelle, c'est vrai que c'est aussi une concentration, ça a à voir avec le corps, si on est fatigué ou pas, si on se plante dans le texte, si on a un trou de mémoire. Moi, je sais qu'un trou de mémoire, ça peut me sortir de mon interprétation. Il ne faut pas que ça soit comme ça quand il y aura du public, parce que là, c'est la tuile. Mais donc voilà, pour l'instant, je ne suis pas encore au point complètement, mais il nous reste quelques jours pour filer. Il reste 10 jours. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut encore en prendre une ou deux. N'hésitez pas. Moi peut-être. Bonsoir. Pardon. Une question peut-être un peu bateau. Où prenez-vous le plus de plaisir, au théâtre ou au cinéma? C'est pas la même chose, j'imagine, mais où vous sentez-vous le plus comédienne? Je fais pas de différence, en fait. Parce que on pourrait dire qu'au théâtre, c'est plus difficile, parce qu'on doit tenir un rôle jusqu'au bout. Et en même temps, c'est aussi sa facilité, dans le sens... Enfin, sa facilité... Je dirais, ça peut être plus facile parce que, justement, on aborde le personnage du début jusqu'à la fin. Donc, on a vraiment le temps de le construire et de s'imprégner de lui. Au cinéma, la difficulté, c'est d'être dedans tout de suite. Et de jouer une scène, par exemple de la fin, alors que vous n'avez pas encore tourné le début, vous ne savez pas qui est cette femme. Donc du coup, finalement, ça se discute. Mais j'ai envie de dire que je me sens vraiment comédienne quand il y a des gens qui me regardent, qui m'écoutent et qui sont au service d'un rôle, et des gens qui aiment leurs acteurs. Et pour parler de la cérémonie, Chabrol, je me sentais très actrice, très actrice dans le sens, le métier d'actrice considéré. Avec Jacques, c'est la même chose. Et puis après, je sais que parfois au théâtre, ça n'a pas toujours été très bien non plus. Donc ça devenait difficile, mais pour des mauvaises raisons. Donc ça dépend qui vous regarde en fait. Je crois que tout est là. Merci. Merci. Une dernière? Bonsoir. En fait, je ne savais pas que Marguerite Duras avait écrit cette pièce sur ce fait divers. Et il s'avère que dans les années 80, elle a écrit sur un autre fait divers. C'est Libération qu'il avait mandaté pour écrire sur l'affaire Villemain. Et là, ça a donné lieu, disons, à quelque chose de surréaliste, dans le sens où, dans son article, elle désigne carrément Christine Villemain comme la coupable, en employant cette expression. Elle a accompli un geste sublime, forcément sublime, c'est comme ça qu'elle parle, Marguerite Duras. Vous employez beaucoup l'expression pétage de plomb. Vous ne trouvez pas que chez Marguerite Duras, justement, il y a eu pétage de plomb à cette occasion? Ah ben moi je le pense, hein. De toute façon elle était un peu spéciale. Hein. Un peu beaucoup, ouais. D'accord. C'était une drôle de femme. Alors je pense que il y a des choses de l'enfance. Sa mère, qui paraît-il était pas mal folle. C'est une femme qui, elle le dit dans ses carnets, elle a été battue dans l'enfance, beaucoup battue. Et puis c'est une femme qui a beaucoup bu, et je pense que mine de rien, ça a dû créer
quelques dégâts dans le cerveau, je sais pas, dans le corps aussi. Et c'est une femme qui était parfois, justement, trop sûre d'elle et qui avait une sacrée prétention aussi. Elle avait une haute idée d'elle-même. On a regardé, Jacques m'a passé quelques entretiens d'elle, puis je suis allée rechercher aussi de mon côté. Parfois, elle est très prétentieuse. Hein. Elle est à la fois touchante et puis en même temps exécrable. Moi, je sais pas, si je l'avais rencontrée, je sais pas si je l'aurais aimée. Sur l'affaire Grégory, je voulais juste dire un mot, c'est qu'elle n'a pas fait le travail qu'elle a fait sur cette pièce, c'est qu'elle a interrogé un peu tous les partis. Là, justement, on a un mari, on a... Mais là, l'affaire Grégory, c'est qu'en fait, elle a été mandatée par Libération pour faire cet article. Elle a voulu rencontrer Christine Milman, qui a refusé à l'époque. Et donc, elle n'a entendu que le juge, qui évidemment était très content de passer 3 heures avec elle. Et donc, c'est très parti pris, quoi. Et puis, c'est un peu la Marguerite Duras caricaturale, quoi, de la fin, quoi. Mais il y a des très beaux documents où on la voit avec son ami Michel Porte. C'est un truc qui s'appelle Les lieux perdus de Marguerite Duras dans sa maison, où elle raconte des choses très, très intimes. Donc c'est un personnage très ambivalent. Il ne faut pas la réduire à la caricature de la fin de sa vie, quoi. C'est un personnage très complexe. Elle a inventé, je ne sais pas si vous avez lu les feuilletons du Monde là, de cet été, qui sont très intéressants. Il y a une série dans le Monde, dans le journal Le Monde, en plusieurs épisodes. Et elle a même inventé des épisodes, notamment sur sa mère, sur des choses qu'elle raconte dans le barrage contre le Pacifique, sur la concession de sa mère, enfin des choses qui sont fausses, quoi. Il y a des choses vraies, mais il y a des choses... Donc c'est vraiment un grand melting pot. Ce qui est drôle, pour finir, c'est que très jeune, elle était horriblement timide. J'ai retrouvé un document où sur les viaducs de la Seine, Masquer la plume, je crois, où elle est incapable de... On lui passe la parole, Marguerite Duras, elle est incapable de raconter l'histoire. Et elle dit, écoutez, je suis désolée, mais je ne peux pas parler, je suis trop timide. Et elle passe la parole au metteur en scène, Claude Régis. Donc, voilà, elle a bien changé. Merci beaucoup à tous les deux pour les informations pratiques. Je voulais demander un petit pensée, un coup de cœur sur Michel Blanc, qu'est-ce que vous pensez, l'émotion que vous avez eue à jouer avec lui, une petite pensée pour lui. Pardon. Michel Blanc était comme on le sait tous, un très grand acteur, une très très belle personne. Et je vous avoue que ça m'a, enfin je ne suis pas la seule évidemment, ça nous a tous secoués de cette mort tellement subite. Voilà, en tout cas, je suis fière d'avoir fait ce film, Monsieur Hir, avec lui. Et d'autant plus que c'était un rôle dramatique. Pour lui, il n'avait pas beaucoup à aborder l'aspect dramatique. Et du coup, j'ai partagé ça avec lui et je suis contente. Je suis fière d'avoir partagé ce côté de lui que personne ou peu de gens connaissaient. Donc voilà, c'était un acteur merveilleux et une grande pensée pour lui et on l'aime. Voilà. Ouais. Voilà. Démarre le 19 octobre à l'atelier. Jacques Osinski et puis vous Sandrine Bonner, le thriller psychologique de Marguerite Duras. C'est à moins 30% à la FNAC, on m'a dit de vous le dire. Avec Grégoire Osterman et Frédéric Langens. Exactement. Merci à vous. Merci beaucoup.